Le 10 juin 1793, l'année de la Grande Révolution française, marque un tournant important. Le gouvernement, après une puissante insurrection populaire qui, dès le début de l'Assemblée nationale, a renversé le groupe le plus influent des soi-disant Girondins, est maintenant sous le contrôle d'un groupe appelé les Jacobins. C'est un grand paradoxe de l'histoire. La Révolution a déjà apparemment atteint ses objectifs. Elle a éliminé le roi et fondé la République. Mais là vient la période la plus violente. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de paradoxes, toute cette exécution sera dirigée par un homme nommé Maximilien Robespierre. Le Jacobin, qui a récemment refusé la peine de mort au nom d'idéaux humanistes, va commencer à envoyer sans pitié des milliers de personnes sous la guillotine, ses adversaires réels et supposés, ses anciens alliés et amis. Il fera régner une telle terreur au sein du gouvernement que lui-même n'y survivra pas. Robespierre est né en 1758 à Arras, à environ 200 km au nord de Paris. À l'âge de 6 ans seulement, il perd ses 2 parents. Sa mère est morte lors du 2e accouchement et son père a commencé à boire et l'a abandonné. Le petit Maximilien grandit avec ses grands-parents. En outre, cette période est marquée par des conditions économiques et sociales de plus en plus difficiles. La France, en raison de guerres incessantes, de mauvaises récoltes et d'une cour extravagante, est au bord de la famine et de la faillite. Robespierre est sensible à cette situation. Comme son père, il devient avocat dans la famille d'Arras et défend les pauvres, ce qui lui confère une popularité importante. Lorsqu'il est nommé juge à Arras, il abandonne cette fonction importante car il refuse de porter la peine de mort. Comme beaucoup d'autres intellectuels de l'époque, la nouvelle philosophie des Lumières de Jean-Jacques Rousseau, qui proclame l'égalité de tous les hommes et les encourage à se débarrasser des chaînes de la religion et de l'oppression aristocratique. C'est exactement ce que vit la France. L'Église et la noblesse, traditionnellement appelées le premier et le second État, refusent de payer, même en période de la famine, le moindre impôt, et il n'est pas surprenant qu'elles soient enclines à l'explosion. Pour tenter d'apaiser la situation, le roi Louis XVI décide de rassembler les États généraux, un conseil comprenant des représentants de l'Église, de la noblesse et du tiers-État qui englobe tous les autres, c'est-à-dire les non-nobles. Personne ne se doute alors que la Grande Révolution française ne fait que commencer. Le 1er mai 1789, Maximilien Robespierre, âgé de 30 ans, arrive à Versailles. Il a été élu député du tiers-État pour la région d'Arras. Au début, tout le monde se moque de lui. Il ne mesure que 160 cm et porte donc des talons hauts. Il porte un manteau de petite ville et une perruque poudrée à l'ancienne. Et à cause de sa mauvaise vue, il porte même parfois 2 lunettes l'une sur l'autre. Il n'est pas encore célèbre, mais il apparaîtra bientôt comme un grand porte-parole et agitateur, et il sera toujours au centre des événements transitoires. Le tiers-État quittera les États généraux de manière démonstrative et, au lieu d'un cours de tennis inutilisé, créera sa propre assemblée qui prendra l'initiative et commencera à préparer une constitution démocratique. De plus, comme la famine dure, le peuple lancera un soulèvement populaire au cours duquel les Parisiens attaqueront la prison royale de la Bastille. Soudain, la Révolution bat son plein. Robespierre prend la parole à l'Assemblée presque tous les jours. Par intérêt, c'est précisément lui qui prononcera les mots célèbres de la Révolution: liberté, égalité, fraternité. Le 5 août, il vote ensuite avec enthousiasme l'abolition de la féodalité en France et le 6 août, il co-signe la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un document révolutionnaire qui garantit l'égalité des citoyens et la liberté d'expression et de confession. En octobre, il reprend les biens de l'Église et paie les dettes de l'État avec ses biens. Le roi Louis ne parvient pas à réprimer la Révolution. Il tente même de s'enfuir du pays sans succès en se dirigeant dans son carrosse vers les frontières belges. Juste avant la frontière, il est découvert et, sous une faible excuse d'enlèvement, retourne à Paris. Il n'a plus d'autre choix que de signer tous les documents qui réduisent considérablement son pouvoir, y compris les modifications de la Constitution. Grâce à cela, la France passe d'un pays où seul le roi est au pouvoir à une monarchie constitutionnelle, et le roi Louis XVI lui-même, du moins pour le moment, reste à la tête de l'État.
La personne du roi et son rôle futur deviennent alors le principal lien entre les révolutionnaires. Robespierre a rejoint le club radical des Jacobins qui se réunit dans la bibliothèque de l'ancien monastère de Saint-Jacques. Il y rencontre également d'autres grandes figures de la Révolution, le journaliste Jean-Paul Marat, éditeur du journal révolutionnaire Les Amis du Peuple, ou l'avocat Georges Danton, bruyant et courageux. Les Jacobins n'ont aucune pitié pour le roi, ils l'interpellent lors des manifestations. C'est un traître, il doit être exécuté. Finalement, sous la direction de Danton, ils attaquent le palais des Tuileries à Paris, où réside le roi, et Louis est arrêté et emprisonné avec sa famille. La monarchie prend fin, la République est déclarée et la Révolution semble pouvoir s'achever. Mais comme nous le savons, ce n'est pas le cas. À la fin de 1792, après la déclaration de la République, Robespierre est sans doute l'une des figures les plus populaires de France. Les gens aiment que, malgré sa réputation, il mène une vie simple. Il habite une seule pièce dans la maison mitoyenne du charpentier Maurice Duplay et de sa fille Éléonore, qui doit se fiancer secrètement. Mais cette nouvelle n'est pas historiquement confirmée, comme aucune autre information piquante de sa vie personnelle. Car Maximilien Robespierre ne vit que comme un homme politique. Il semble que la rupture dans sa vie sera le procès du roi emprisonné. Robespierre a toujours été contre la peine de mort, il a même refusé les guerres, mais la situation actuelle le fait changer d'avis. Les États voisins attaquent la France, cherchant à remettre le roi sur le trône, et à l'intérieur du pays, de nombreux soulèvements surgissent en soutien à celui-ci. En somme, le chaos se prépare partout. Robespierre apparaîtra alors dans le couvent national, comme on l'appelle maintenant le Parlement, avec le fameux discours qui se termine avec les mots « Le roi doit mourir pour que le peuple puisse vivre ». L'amendement de Louis XVI, après le vote très serré des ambassadeurs du couvent, ne calmera pas la situation. Au contraire, Robespierre, avec Marat et Danton, décide de continuer à entraîner l'ennemi plus loin, sinon la révolution risque de tomber. La violence est nécessaire pour établir un nouvel ordre, où la violence ne sera plus nécessaire, dit Marat, et Robespierre ajoute que la liberté ne sera atteinte que lorsque les criminels seront exécutés. Les monarchistes, les nobles et les représentants de l'Église sont dans le collimateur, mais de même les révolutionnaires modérés, pour qui toute nouvelle violence va à l'encontre de leurs principes. Les premiers sont les girondistes, qui ont la majorité au couvent et dirigent le pays. Certains d'entre eux ont voté contre l'amendement du roi. Les Jacobins, menés par Marat, appellent au soulèvement du peuple qui fait irruption dans le couvent, et ces girondistes sont poussés hors des bancs des ambassadeurs jusque sous la guillotine. Une semaine plus tard, le 10 juin, les Jacobins prennent le pouvoir dans le pays et la phase la plus folle de la Révolution commence. Cinq semaines après le coup d'État, Jean-Paul Marat est assassiné chez lui dans sa baignoire, où il soulageait une grave éruption cutanée par la girondiste Charlotte Corday. La paye sera dure. Les Jacobins contrôlent deux institutions clés du pays, le tribunal révolutionnaire qui juge les ennemis et le comité du bien public qui gouverne le pays. Robespierre est élu à sa tête et devient l'homme le plus puissant de France à l'âge de 34 ans. D'une part, il veut supprimer tous les vestiges de l'Ancien Régime, par exemple en interdisant l'esclavage ou en accordant l'égalité des droits aux Juifs, ou encore en bouleversant le calendrier chrétien et en le remplaçant par un calendrier révolutionnaire qui ne comptera pas à partir de la naissance du Christ, mais à partir de la proclamation de la République, de sorte que la France se retrouve à l'an 1. D'autre part, il élimine sans pitié toute opposition. On parlera alors de terreur jacobine ou simplement de terreur, car la terreur du gouvernement deviendra la politique officielle de Robespierre. Tous ceux qui désapprouvent activement la Révolution sont détenus. Il suffit de chanter une vieille chanson ou de porter des vêtements inappropriés. La guillotine secoue les têtes à un rythme effréné. En moins d'un an de terreur, 17 000 personnes seront exécutées et au moins 10 000 autres mourront en prison. Par exemple, une femme, Cécile Renaud, est accusée d'avoir tenté de tuer Robespierre. Elle est détenue. Non seulement elle, mais aussi son père, son frère, sa tante et 54 autres suspects sont sur le point d'être guillotinés sans preuve. De vieux amis, menés par Danton, disent à Robespierre que ce qui est trop, mais lui, par sens de la libération, ne s'arrêtera devant rien. Puisque même Danton n'est pas tout à fait révolutionnaire, il doit mourir lui aussi. Finale, 8 juin 1744. Ce jour-là, Robespierre a organisé la soi-disant célébration de l'être suprême. Le christianisme a cependant été remplacé par une nouvelle religion d'État,
censé symboliser la raison, la liberté et la démocratie. Les participants chuchotent qu'il est devenu fou. Le pouvoir ne lui suffit pas. Il veut se proclamer Dieu. En même temps, Robespierre est complètement épuisé par tout. Il reste chez lui quelques semaines de plus et souffre d'accès de rage parce que les autres ne comprennent pas la nécessité de ses actions, de paranoïa parce qu'il y aura un prochain dans l'ordre, où il a des moments de rare remise en question et de soupçons que peut-être même lui n'est pas si parfait que cela pour mériter de poursuivre la révolution. Après 40 jours d'absence, il rentre au couvent. Il a préparé une déclaration explosive selon laquelle il cherchera un autre ennemi de la révolution directement entre les messagers ou même les membres du comité d'utilité publique. L'erreur stratégique est qu'il ne nommera personne. Et quand il ne nomme personne, cela signifie qu'ils sont théoriquement tous en danger. Il n'y a rien à attendre. Le lendemain, quand Robespierre rentre au couvent, il est déjà attendu par l'unité d'opposition qui ne lui laisse même pas le temps de dire un mot et annonce son arrestation et celle de ses amis les plus proches. Comme aucune prison ne veut l'accueillir, Robespierre et ses proches parviennent à s'enfuir vers la mairie. Mais là, l'inévitable les attend. La nuit, l'armée du couvent fait irruption dans le bâtiment et Robespierre est gravement blessé au visage. Soit un des soldats lui a tiré dessus, soit, ce qui est plus probable, il a retourné l'arme contre lui dans l'intention de se suicider. Mais quelqu'un l'a frappé à la main et il n'a tiré qu'au visage et à la mâchoire inférieure. Le blessé grave est alors conduit au tribunal révolutionnaire et il sera condamné. Le lendemain, Maximilien Robespierre se trouve devant la même guillotine que celle sous laquelle il a lui-même envoyé des milliers d'autres personnes. À cause de sa blessure, il n'a pas la possibilité de dire quoi que ce soit. Lorsqu'on lui enlève le bandage qui retient ses deux mâchoires, il pousse un gémissement qui est interrompu par la chute d'une lame tranchante. C'est fini. Le cercle de la Révolution s'est refermé. Ce qui avait commencé avec les idéaux humanistes les plus nobles s'est terminé par la terreur, qui a finalement englouti tous les dirigeants de la Grande Révolution française, y compris le plus radical d'entre eux.